Bonjour à tous, nouvelle vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, on va parler des soignants. Demain, je me rends à Saint-Gaudens pour rencontrer Sophie, infirmière libérale, qui va nous parler de son quotidien. Ensuite, changement de département, je pars dans le Couserans en Ariège pour recueillir le témoignage de Janine et Hélène qui à plusieurs reprises ont eu besoin des infirmières à domicile. Aujourd'hui, on est à Saint-Gaudens avec Sophie qui est infirmière libérale et aussi infirmière à Zalé qui va nous expliquer son quotidien. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors tu vas te présenter, tu as quel âge? 44. Quel est ton cursus? J'ai eu le diplôme d'infirmière en 2003. Au départ, j'étais à Labarthe-sur-Lez dans un centre de convalescence. Ensuite, on a déménagé dans les Landes avec mon mari. Dans les Landes, j'ai été dans des centres de rééducation à l'hôpital psychiatrique de Mont-de-Marsan. Et ensuite, j'ai commencé le libéral là-bas, à Tartas. Je suis ici, du coup, depuis 2017. Donc aujourd'hui, c'est dimanche. À quelle heure as-tu commencé ce matin ta journée? Alors, très tôt. Moi, je commence vers 5h à 5h30 du matin. Tu pars de chez toi ou tu es déjà chez un patient à 5h? Ça dépend. Le dimanche, souvent, non, je commence chez les patients à 5h30 parce qu'il n'y a pas les prises de sang. Du coup, voilà, ça permet d'avoir un petit peu plus de mou. Mais les autres jours, selon le travail qu'il y a, des fois, je suis à 5h chez le premier. Et le soir, à quelle heure tu finis? En gros, vers 19h30, 20h, ça dépend. Des fois, ça peut être plus tard, des fois, ça peut être un peu avant. Et là, tu parles du patient, parce que par rapport à tes collègues, comme vous êtes plusieurs, je suppose que par rapport à l'information, comment vous faites le soir pour le suivi des patients? Là, par exemple, je vais travailler dans 2 jours, admettons, l'avant-veille, ma collègue va m'envoyer la liste des patients et la veille de travailler, elle va m'appeler et on va parler de chaque patient l'un après l'autre où elle va m'expliquer en fait qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'on en est qu'il y a un problème à gérer ou autre. Par exemple, sur une journée comme aujourd'hui, tu vas voir combien de patients? En général, en moyenne, c'est 50-60 patients par jour. Donc en moyenne, tu restes combien? Un quart d'heure? Beaucoup même. Beaucoup moins. Parce qu'en moyenne, c'est des soins. Un quart d'heure, ça va être par exemple les pansements longs en fait qui prennent du temps. Mais après, il y a des gens chez qui on va pour administrer des traitements, donc où c'est beaucoup plus rapide, quoi. Où c'est vraiment quelques minutes. Les personnes diabétiques, c'est des gens qu'on voit 3 fois par jour. On y passe souvent, mais peu de temps à chaque fois. Quel type de patients vous avez? Alors, on a pas mal de patients diabétiques. Donc là, c'est pour gérer la surveillance de leur glycémie avec l'injection d'insuline. Pour ceux qui ne savent pas se le gérer, parce que la plupart de nos patients, c'est des gens quand même assez âgés et qui peuvent se tromper, qui ne voient pas bien pour régler les stylos. Il y a tous ceux à qui on va pour les médicaments. Il y a tout ce qui est prise de sang. Il y a des pansements de gens qui viennent d'être opérés qui vont être assez simples. Et des pansements beaucoup plus lourds où on passe beaucoup plus de temps. Après, il peut y avoir des perfusions, mais ça, c'est périodique. Et il y a des patients plus aigus, où là, c'est ponctuel. C'est par exemple après une intervention chirurgicale ou après un problème de santé précis. Donc, tu as dit que tu voyais à peu près 50 à 60 patients par jour. Vous faites énormément de kilomètres, parce qu'ici, on est dans une zone rurale. Donc, je suppose que tu dois avoir peut-être un patient à 10 km de l'autre. Alors, tu fais combien de kilomètres par jour? En fait, on a 2 tournées. Il y a une des tournées où on est majoritairement en villa, où il y a finalement il y a 2 villages à l'extérieur, mais qui sont pas si loin que ça, parce que voilà, c'est Miramont et Valentine, où voilà, on va pas, c'est pas très loin. Donc celui-là, en moyenne, on est à 100-120 km par jour. Et l'autre tournée, où là par contre on a beaucoup plus de personnes en campagne plus éloignées, où là on en fait un peu plus, où on est plus à 160 par jour. Aujourd'hui, avec la flambée du carburant, est-ce que vous avez une compensation? Non, c'est par ICA, c'est comme ça, et ça ne tient pas compte des variations, non. Quel est le rythme de tes semaines? Combien en moyenne tu travailles 2 jours par semaine? Alors, en tant qu'infirmière à Zalé, je fais 2 jours par semaine. En moyenne, je fais 2 jours par semaine en libéral. J'ai diminué en fait un peu mon activité libérale pour pouvoir laisser du temps pour Azalé. Par la suite, tu nous expliqueras ce que c'est une infirmière à Zalé. Dans ton cabinet ici, vous êtes combien de titulaires, de collaborateurs, de remplaçants? Alors, on est 7 en tout. Donc, il y a 4 associés. Alors, récemment, en fait, j'ai une collègue là qui vient de quitter le cabinet, qui faisait partie des associés, donc qui a vendu ses parts à une qui était collaboratrice comme moi. Et après, voilà, on était 3 collaboratrices, du coup maintenant on est 2. Et bientôt, on va intégrer une remplaçante qui doit commencer là le mois prochain. On va aborder la relation avec les patients. Quelle est ton approche par rapport aux patients? Est-ce que tu es du genre à prendre un café à papoter ou à faire vite les soins et à partir? Il y a quand même un rythme, on a quand même la tournée derrière la tête en se disant qu'on ne peut pas trop, parce qu'il y a plein de patients, les patients ils sont adorables, donc il y en a plein qui nous proposent un café, un chocolat, enfin voilà. Il y a un patient sur une tournée chez qui en fait sa femme est la principale aidante
Et on a vraiment une relation très privilégiée avec elle. Et elle, c'est vrai que tous les matins, elle nous fait notre café. Si on a faim, elle va nous peler une mandarine. Si on n'est pas en forme, elle va nous donner un Doliprane. C'est vraiment, elle nous chouchoute énormément. Et on est très, 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 très attachés à elle, tout le temps. Et elle est très... elle va se confier beaucoup à nous aussi parce qu'elle, dans son quotidien d'aidante, c'est très, très difficile. Et après, on a un patient aussi sur l'autre tournée, tous les matins. Il nous fait un café et c'est le passage obligé, quoi. Lui, on peut pas lui dire non. Il le fait couler dès qu'il nous entend nous garer. Et il nous fait une pâtisserie aussi tous les matins. On part avec, on est obligé, on peut pas dire non. Et après, dans mon approche des patients, souvent j'ai tendance à déborder, à discuter et du coup à être à la bourre après, quoi. Est-ce que quand tu sors de chez un patient, des fois, par rapport au peu de temps que vous avez, est-ce que tu te dis, bon, est-ce que j'ai tout bien fait? Est-ce que j'ai bien pris le temps de m'occuper Ouais, alors... Quel est le ressenti en fait par rapport à ça? Des fois, on aimerait y rester plus, mais je pouvais pas. Si je les vois 3 jours d'affilée, si j'ai pas eu le temps le premier jour, je vais prendre plus de temps le deuxième ou essayer de voir comment je peux m'organiser pour gérer la situation. Vous faites aussi la relation avec le médecin? Les médecins, ils font des visites à domicile, mais ils ont des très 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 grosses patientèles, beaucoup de choses à gérer, et ils n'arrivent pas à tout faire. Donc des fois, quand il y a un problème, un renouvellement d'ordonnance, mais il n'a pas géré à temps, on fait beaucoup le lien entre les deux, oui. Oui, parce qu'ici, est-ce que dans votre patientèle, vous avez beaucoup de patients qui sont isolés? C'est pas la majorité. Franchement, quand même, la plupart, ils ont les familles autour d'eux. Mais des fois, en ville, ici, on a quand même des gens qui sont dans des situations très précaires socialement. On a aussi des fois un centre d'accueil pour les personnes, pour des migrants, et eux, ils sont complètement isolés, ils parlent pas français. Enfin, c'est plus des situations comme ça où je trouve que les gens sont seuls. Par rapport à ton expérience, est-ce qu'il y a des patients qui t'ont marqué plus que d'autres? Les patients qui te marquent, c'est souvent ceux qui ont des gros problèmes qui sont en fin de vie, qui ont des grosses prises en charge où tu as beaucoup de soins, qui te prennent beaucoup de temps. Et puis, tu as le relationnel qui est hyper important. Tu as la famille aussi qui est en souffrance, donc qui se livre beaucoup et où du coup, ça prend quand même une autre dimension. Bon, d'abord, je tiens à remercier Janine et Hélène qui nous font le plaisir de nous recevoir pour parler du travail des infirmières. Bon, on va commencer par toi, Janine. Donc, quel âge as-tu? Quand c'est que tu as eu affaire aux infirmières? J'aurai 80 ans dans quelques mois. C'est bien. J'ai eu besoin des infirmières plusieurs fois. D'abord, quand je me suis cassé le poignet, quand j'ai eu un accident sur le pied avec une grosse plaie. Elles sont venues tous les jours, oui, une demi-heure par jour, pendant 3 mois. Elles étaient obligées de me faire prendre la morphine pour ne pas souffrir autant pendant les pansements. Et bon, elles ont été très patientes, très professionnelles, parce que si elles ne vont pas intervenir, j'aurais peut-être perdu mon pied. Elles m'ont envoyé dans un centre spécialisé pour les cicatrisations. Et il y a qu'elles qui ont eu cette initiative, quoi, voilà. Après avoir passé un mois à l'hôpital. Je n'avais pas le moral, mais elles essayaient de me remonter le moral. Et comment elles te remontaient le moral? Elles me faisaient parler, et puis elles me faisaient des caresses. Ta blessure au pied, tu te l'es faite comment? C'était une planche en métal qui m'est tombée sur le pied. Et où ça? À la fête à Gajan. Donc dans une fête, mais le contexte? C'était dans une fête, nous étions dehors tous, et puis tout d'un coup le vent s'est levé. Et quand je suis passée à côté du bar, la planche m'est tombée, enfin le truc en métal m'est tombé sur le pied. J'ai perdu beaucoup de sang et j'ai été hospitalisée pendant un mois. On va parler par rapport à ton mari qui est décédé il y a 3 ans. Les infirmières libérales, elles intervenaient dans quoi par rapport? Qu'est-ce qu'il avait comme maladie? Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Oui, il avait le cancer qui s'est propagé un peu partout, mais surtout c'était beaucoup qui venaient surtout pour des piqûres. Surtout elles venaient là pour des piqûres, pour éclaircir le sang et tout ça. Après, il était hospitalisé tellement souvent que après elle venait juste pour des prises de sang, mais elles l'aidaient à garder le moral. Donc par rapport à la fin de vie de ton mari, dans les derniers soins à domicile, qu'est-ce qu'elle a fait l'infirmière? Elle lui a parlé? Comment est-ce qu'elle a préparé? Voilà, elle l'a préparé en lui disant que il allait être hospitalisé de nouveau, mais c'est parce qu'à domicile on ne pouvait plus rien faire pour lui, qu'il fallait le mettre sous perfusion pour la morphine. Et tu avais dit aussi,
en début d'interview que les infirmières aussi à l'hôpital avaient été très importantes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé pour lui? C'était une petite jeune d'ailleurs qui a employé les mots qu'il fallait pour lui faire comprendre que là c'était vraiment les derniers soins, qu'on ne pouvait plus le soulager et qu'il fallait qu'on l'aide à s'endormir. Voilà. Donc maintenant, à ton tour, Hélène, tu as été suivie par des infirmières, mais dans quel cadre? Qu'est-ce qui t'est arrivé pour être suivie? Quand j'ai eu le cancer et qu'on m'a fait la totale, je suis restée que 2 jours à l'hôpital. Et après, c'est les infirmières qui ont pris le relais pour les piqûres. Et alors, oui, elles m'ont beaucoup aidé parce que moi, je ne voulais pas faire la chimio. Et elles m'ont dit, il faut la faire, et puis voilà. Et du coup, merci à elles quand même, parce que j'étais tout à fait déterminée à faire aider, parce qu'on m'avait dit que c'était rien, qu'il ne faudrait pas de chimio, qu'il ne faudrait pas de rayons, et puis finalement, il a fallu les 2, et puis très sévèrement quand même. Ça, c'était un stade important. C'était rassurant de les voir. Quand j'avais un petit souci, ou je ne leur faisais pas, et puis elles cherchaient à me dire non, c'est rien, ou voilà. C'est les 3 filles qui sont associées et qui sont vraiment très professionnelles. Elle venait pour une piqûre, mais d'après ce que j'ai compris, c'est plus aussi le soutien moral dans ces moments difficiles, parce que bon, quand on a un cancer, Oui. quand on a un traitement... Oui. On ne sait pas où on va, hein. On dit oui, bien sûr. Surtout, bon, j'avais peur de la chimio, quoi, hein. Parce que tu entends tellement les gens souffrir avec ce truc-là. Bon, et puis finalement, moi, ça s'est bien passé. Mais c'était bien qu'elle soit là. Et si tu pouvais les décrire en 3 mots? Gentil, comment dire, Disponible. sympathique, enfin, dévoué et professionnel. Ah oui. Pourtant, c'est un métier vraiment Difficile. difficile, oui. Difficile. Où il faut avoir beaucoup d'empathie, beaucoup de courage, beaucoup de patience. Oui. Dans les hôpitaux aussi, c'est pareil. Elles sont vraiment souvent, peut-être pas toutes, mais souvent elles sont exceptionnelles, quoi. À Saint-Giron, l'hôpital de Saint-Giron, vraiment, elles sont bien. Eh bien, écoute, merci Hélène pour ce témoignage. Est-ce que tu as pris un soin déjà des enfants atteints de graves maladies? Non. Avant de faire l'école d'infirmière, je voulais faire puéricultrice, faire 1 an de plus que l'école d'infirmière pour pouvoir prendre en charge des enfants. Il fallait commencer par être infirmière. Quand j'ai débuté et que déjà j'ai été confrontée à la maladie, au décès de personnes âgées, et que j'ai trouvé ça quand même pas simple, je me suis dit que j'en serais pas capable, que je n'y arriverais pas. Alors justement, as-tu déjà été confronté à un décès? Arrivé un matin ou une après-midi et retrouver un patient décédé? Ça m'est arrivé un matin, un monsieur qui était en fin de vie et qui revenait à la maison parce qu'il voulait mourir chez lui. Donc il y avait sa compagne qui était là, il a été très agité en début de nuit. En fait, le matin quand je suis arrivée, elle m'a dit je l'entends plus depuis quelques heures, mais j'ai pas voulu rentrer. Mais elle m'a dit je pense qu'il est mort. Et effectivement, il était décédé. Et dans ce cas-là, tu restes un peu, comment ça se passe? Tu restes un peu plus longtemps avec sa conjointe? Alors là, il était très tôt le matin, donc du coup là, j'avais pas de médecin disponible. Et après, j'ai discuté un peu avec sa compagne, mais oui, j'ai passé un peu de temps avec elle. Alors justement, par rapport aux patients qui sont isolés, bon, toi, dans ton cas, c'est plutôt en ville. Est-ce que ça t'arrive de te faire du souci pour eux? Est-ce que tu contactes leur famille? Par exemple, il y a des personnes chez qui on sent qu'il faut des aides à domicile parce qu'ils sont trop tout seuls justement, ou que la famille n'est pas sur place, ou quand la personne se dégrade, quoi, qu'elle a besoin d'aide pour le quotidien. Pour la cuisine. Exactement, voilà. On essaye de voir avec la famille comment on peut mettre en place les choses, on essaye de les guider, de leur dire voilà, il faut contacter le conseil départemental, il faut voir s'il peut y avoir le portage des repas. Ah, on va parler un peu argent. On pense souvent que les infirmiers libéraux gagnent bien leur vie. C'est un mythe ou c'est réalité? Ça dépend de l'activité. En fait, ça dépend des infirmiers libéraux, c'est-à-dire que d'un cabinet à l'autre, ça peut être très très variable. Moi, par exemple, j'ai déjà fait des remplacements dans des cabinets où on travaillait à 2 et on faisait 1 semaine sur 2, c'est-à-dire 7 jours de travail, 7 jours de repos. Forcément, quand on fait 7 jours d'affilée, on ne peut pas avoir des journées comme celles que j'ai ici. C'est impossible à tenir. C'est le nombre d'actes sur la journée qui fait que, oui, effectivement, on a un chiffre d'affaires journalier qui peut être important.
Mais malgré tout, il faut avoir des longues journées et il faut quand même caser beaucoup de monde. Par rapport à ton activité, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les frais les plus importants pour une infirmière libérale? La voiture, hein. La voiture, c'est vraiment un investissement. Il faut être sûr qu'elle soit en bon état. Soit il faut l'entretenir plus, ou soit changer les voitures régulièrement. Parce que j'ai une infirmière qui me disait, il y a l'URSSAF, Ah mais oui, aussi, oui, bien sûr. Oui, les charges sociales, oui. Ah oui, j'avais une question, parce que j'ai une infirmière qui m'a écrit un témoignage, mais je ne suis pas allé au bout. Elle m'expliquait que parfois, avec des patients, il y avait le premier acte qui était facturé à 100%, le second à moitié et le troisième à 0. Est-ce que tu peux nous en dire plus globalement, hein, que ça rentrait dans les détails? En fait, les patients qui ont plusieurs soins, par exemple quelqu'un qui vient d'être opéré, qui va avoir des injections, des pansements et une prise de sang pour surveiller le taux de plaquettes par rapport aux injections. Le jour où on fait tout, on va coter le pansement à taux plein, la prise de sang, et voilà. Et le reste, c'est cadeau, l'injection. Là, quand il y a plusieurs soins chez une personne, le premier est coté à taux plein, et le deuxième, c'est la cotation divisée par 2. Et le reste, si en plus il nous dit est-ce que vous pouvez me prendre l'attention, bon, mais ça c'est... Mais ça, c'est pas facturé. Non. Puisque tu fais la facturation, ça te prend combien de temps par semaine? À peu près, je dirais en moyenne 3 heures, 2-3 heures par semaine. Après ça, c'est allégé. Hein. Par rapport à avant où il y avait vraiment les feuilles de sécu à remplir, c'est pas comparable. Oui, maintenant que c'est informatisé, et du coup, il y a aussi moins d'impayés. Je connaissais une infirmière qui me disait, avec les mutuelles, des fois, pour se faire payer, c'est très compliqué. Ouais, alors c'est vrai que ça existe encore, mais c'est mieux. Maintenant, en plus, il y a de quoi scanner les QR codes qu'il y a sur les cartes de mutuelle. Depuis qu'il y a ça, on a moins d'impayés. Mais c'est vrai qu'après, les mutuelles, c'est un problème, quoi. Enfin, il y a plein de choses qui passent à l'as. Et en plus, quand c'est des petits montants, franchement, moi, je cherche même pas à récupérer l'argent, quoi. Est-ce que tu t'es déjà senti en insécurité chez un patient? Ouais, le patient dont je t'ai parlé là, en fait, il vivait en appartement et il fermait le verrou derrière nous. Ouais, on y allait pour lui faire prendre les médicaments. En arrivant, des fois, on voyait à sa tête qu'il était hyper fermé. Et ouais, lui, vraiment, moi, il me faisait extrêmement peur. J'avais vraiment peur qu'il ait un passage à l'acte violent comme ça. J'avais vraiment peur de ses réactions. Sur des patients comme ça, est-ce que dans ton sac, au cas où, tu as une bombe lacrymo pour te protéger? Est-ce que tu as quelque chose? Non. Ou alors, est-ce que tu préviens tes collègues ou proches que tu dis, là, je vais chez lui? Là, des fois, ce qu'on fait, c'est que, comme on travaille à 2 tous les jours, si on va chez un patient un peu comme ça, où on ne sait pas trop comment ça va se passer, on appelle notre collègue, enfin moi, je l'appelle et je mets mon téléphone à la poche et je lui dis, voilà, comme ça, tu sais que je suis chez lui et que tu entends si jamais il y a un problème. Ensuite, par rapport à l'insécurité, est-ce que ça t'arrive d'aller chez des patients qui ont des chiens méchants, voilà, tu n'oses pas sortir de la voiture, ça t'arrive? Oui, ça arrive et je me suis fait mordre il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis rentrée chez une dame et puis donc il y a son patio et après c'est un escalier. J'ai vu le chien descendre à toute vitesse et en fait il s'est littéralement jeté sur moi. Il a commencé par me mordre là, me remordre ailleurs, bon bref. Et là j'ai eu très peur. Quelle est la partie la plus dure de ton métier? L'accompagnement en fin de vie. Par exemple, j'avais eu une patiente qui était en fin de vie et son fils vivait avec elle. Le souhait c'était qu'elle reste à la maison pour terminer ses jours à la maison. Il y a eu une HAD qui a été mise en place. HAD c'est l'hospitalisation à domicile. On a pu mettre en place en fait des pompes qui délivraient de la morphine et du midazolam, c'est un sédatif. Ça a permis de maintenir la personne chez elle sans qu'elle souffre. Elle a perdu la vie, mais d'une manière douce. Puis elle avait son fils à côté d'elle, il y avait la famille. C'était à la fois lourd psychologiquement et à la fois c'était un bel accompagnement aussi parce que elle est décédée comme elle voulait, quoi. Après qu'on est beaucoup dans un cabinet comme ça, est-ce que ça se passe bien généralement? Oui, on n'a pas toutes les mêmes personnalités, alors faut faire avec, faut essayer de discuter, de trouver des compromis. En règle générale, pour les soins, ça se passe bien. Je veux dire, on arrive à s'entendre. Il n'y a pas quelqu'un qui va décider quelque chose et l'autre derrière qui va dire non. Mais après, oui, forcément, ça peut arriver qu'il y ait des clashs. Maintenant, on va parler de ta casquette infirmière Azalée. Tout d'abord, où se font les soins? Azalée, c'est pas des soins. C'est de l'accompagnement sur des maladies chroniques. Donc, c'est des consultations
individuelle ou collective. Moi, personnellement, je l'ai fait à la maison de santé de Saint-Gaudens et dans un autre cabinet médical. Les patients viennent me voir et on parle quel est leur problème de santé, qu'est-ce qu'ils prennent comme médicaments, c'est quoi leur maladie, qu'est-ce qu'ils en ont compris. Voilà, quelles sont les choses un peu à mettre en place pour améliorer leur état de santé. C'est plus préventif. C'est quelque chose qui fait sens, c'est vraiment effectivement prendre le temps, mais surtout s'occuper du patient dans sa globalité. On est là pour le faire réfléchir sur ce qu'il fait, ce qu'il a dans sa vie par rapport à ses pathologies et vraiment l'accompagner sur son projet de santé à lui. Vous avez des questions? Il y a une citation qui dit, comment elle dit exactement cette citation? Elle dit: on ne peut pas convaincre quelqu'un, on peut lui montrer le chemin et lui donner envie de l'emprunter. Voilà. Et je crois que ça, c'est pas mal pour résumer un peu Azalée. C'est que convaincre, ça crée de la résistance. Par contre, montrer qu'il existe d'autres possibilités et permettre à la personne de réfléchir et voir quel chemin elle veut emprunter, c'est pas mal. Pour quel type de prévention? C'est très large, mais au tout début, ça a été créé pour les personnes diabétiques. Après, il y a les personnes atteintes de BPCO, c'est les bronchopneumopathies obstructives. Les patients qui commencent à présenter des troubles cognitifs, on peut aussi faire une évaluation. Il y a l'accompagnement et le dépistage des enfants en situation de surpoids et d'obésité. Et les personnes avec des maladies cardiovasculaires. Moi, par exemple, si je suis en surpoids, est-ce que je vais voir mon médecin qui me dit, Oui. qui me prescrit, ou je peux directement appeler Azalée? Ça se passe comment? Le médecin voit la problématique de son patient, donc il va lui dire écoutez, je pense que ce serait bien que vous rencontriez l'infirmière Azalée. Et ensuite, l'infirmière Azalée va avoir plus de temps pour faire le point sur la personne, l'état de santé, sa vie, ses habitudes, voir comment elle fonctionne. C'est différent le diabète. Le diabète, c'est un truc qui se greffe sur la médecine générale. C'est pas pareil. Il faut quelqu'un de spécialisé comme Sandrine et comme le diabéto. Parce que la diabéto, en 20 minutes, il y a des trucs que je peux pas lui demander ou qui ne viennent pas à l'idée. Puis quand je vois Sandrine, on a quand même 1 heure, c'est pas assez, mais enfin on a 1 heure, et je peux lui parler, et puis ça peut me rendre dire oh j'ai oublié ça Sandrine. Vous voyez, des trucs comme ça, que la diabéto, c'est pas pareil. Mais Moudji, moi ça fait un ensemble. La diabéto ne va pas sans Sandrine, sans le groupe Azalée. Après, l'infirmière, quand elle aura vu le patient, elle pourra faire un compte-rendu au médecin. C'est triangulaire. C'est pas un patient tout seul qui va voir l'infirmière Azalée au hasard en disant « je veux un suivi Azalée ». Donc, tous les 1 mois et demi, 2 mois, on essaye de se retrouver les infirmiers Azalée du coin. Est-ce que tu trouves qu'il y a des progrès par rapport aux personnes? Au niveau de la sécurité sociale et de l'association Azalée, il y a déjà des études qui ont été faites pour dire que grâce aux services rendus par Azalée, il y avait des millions d'économies. Du coup, ça marche parce que c'est leur solution. Ça leur convient et ça rentre dans leur emploi du temps, c'est leur fonctionnement. Et puis, en termes d'estime de soi, c'est valorisant de se dire j'ai trouvé ma solution, j'ai amélioré ma connaissance de moi et j'ai trouvé les solutions en moi. Et nous, on les accompagne juste là-dedans. Justement, je ne comprends pas. Récemment, j'ai vu sur les médias que le système Azalée était en danger. Oui. Apparemment que c'était mis en redressement judiciaire. Oui. Pourquoi? Parce que si c'est quelque chose qui marche, pourquoi là, c'est la sécurité sociale qui finance? C'est qui finance? Ouais, l'association Azalée, elle est financée majoritairement par la CNAM. Il y a un conflit qui dure depuis plusieurs années et du coup, la CNAM a coupé les financements en janvier. Comme toute l'association est majoritairement financée par la CNAM, depuis février, en fait, les infirmières Azalée de France ne sont pas payées. Et vous continuez à faire le travail? C'est ça, on essaye. Psychologiquement, c'est compliqué parce qu'Azalée, c'est une activité où on est vraiment centré sur la personne. Et je veux dire, si nous, on n'est pas bien, c'est compliqué d'être dans l'accompagnement, quoi. La situation financière des infirmières se dégrade. D'un point de vue personnel, c'est-à-dire que on a tous en charge une famille, nos prêts, etc. Et là, on nous dit non, vous n'êtes pas payé. Donc ça devient très 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 compliqué. Et quand tu es Azalée, est-ce que tu es salarié ou est-ce que tu factures toi en tant que libéral comme tu fais les... Alors c'est un choix qu'ils nous demandent de faire quand on commence, quand on signe le contrat. Ils nous disent est-ce que vous voulez le statut salarié ou le statut libéral? Moi je suis salariée, moi je suis à mi-temps, puisque j'ai aussi l'activité libérale. Et il y a certains Azalées qui sont libéraux. Mais du coup mi-temps pas payé? Là, pas payé en ce moment, oui. Oui. Et est-ce que France Travail prend quelqu'un qui fait que Azalée? Oui. Mais ça fait 2 mois qu'il ne touche pas de salaire. C'est ça. Ouais. Oui, non mais c'est scandaleux, hein, oui. Je vous avoue que ce n'est pas simple tous les jours.
qu'on est vraiment avec une charge émotionnelle très compliquée, que ça impacte forcément nos vies personnelles, mais qu'on va rien lâcher en fait, parce qu'on veut défendre aussi notre travail et continuer à accompagner nos patients. Depuis 2 ans, Isabelle est suivie par une infirmière azalée et elle s'inquiète des conséquences d'un éventuel arrêt. Si ça s'arrêtait demain, je ne sais pas à qui j'irai m'adresser. Et oui, je pense que sans aide psychologique comme Cindy peut le faire, oui, je retomberai dans le tabac, c'est sûr. D'un point de vue personnel, avec ce rythme de travail, des journées longues, est-ce que tu arrives à concilier travail et vie personnelle de ton côté ? J'ai de la chance parce que chez moi les gens sont souples, mon mari il est soutenant et les enfants sont chouettes. Ils m'ont jamais reproché les heures où je rentrais, les heures que je passais au téléphone, etc. C'est mieux, je veux dire c'est plus facile quand c'est comme ça. Il peut y avoir des fois des collègues infirmières pour qui ne sont pas forcément aidés à la maison et où ça peut être plus compliqué peut-être. Avec ces journées longues, est-ce que tu as des collègues qui sont séparées? Comment est-ce qu'elles font pour le mode de garde des enfants sur cette galère? J'avais une collègue qui s'était séparée en même temps qu'elle bossait. Elle a pu trouver une garde à domicile qui venait chez elle le matin avant qu'elle parte. Et elle revenait, elle s'occupait des enfants, etc. Elle les amenait à l'école et elle revenait le soir les récupérer. Mais c'était beaucoup de frais. Ouais, c'est pas facile parce que on dit les infirmières libérales, elles gagnent bien leur vie. Mais si tu dois faire garder tes enfants pour les partir à 5h et le soir, ça coûte, c'est pas compris dans les frais. Mentalement, par rapport à ce métier, qui des fois peut être difficile par rapport au décès des patients, est-ce que tu arrives à encaisser? C'est pas aussi simple que ça. Après, ce qui est important, c'est de parler beaucoup donc entre collègues. On essaye de débriefer pas mal de ce qui se passe, même dans la journée, je veux dire, sans attendre le soir. Mais des fois, on sort de chez quelqu'un et on se dit « waouh, c'était compliqué ». Et est-ce que tu as déjà pensé à arrêter ou pas le libéral? Non, parce que ça me plaît et que voilà, j'adore les patients. Il y a une histoire de concurrence des pharmaciens qui arrivent. Alors, je l'ai lu sur la dépêche, mais est-ce que tu peux nous expliquer brièvement? Ils seraient en capacité de faire des pansements. Est-ce que, par rapport au vaccin, le pansement c'est récent, mais est-ce que vous avez un ressenti? Oui, le vaccin grippe par exemple, autour du mois d'octobre-novembre, ça nous crée une grosse suractivité à ce moment-là. Et depuis que les pharmaciens peuvent le prendre en charge, il y a moins ce côté, en fait on vaccine beaucoup de nos patients, mais il y a beaucoup moins de gens chez qui on va que pour le vaccin grippe, qui nous appellent que pour ça. Après, ce qu'il y a eu aussi, c'est que on a eu des patients en fait qui ont été se faire vacciner par exemple chez le pharmacien, sauf que le vaccin n'a pas été très bien fait. Par exemple, il a été fait, nous on a une patiente qui a eu, pas un abcès, mais en fait une grosse rougeur, mais en bas du bras, alors que le vaccin c'est plus en haut. Elle, je pense qu'elle ne se refera pas vacciner chez le pharmacien. Pour le pansement, s'il faut commencer à s'enlever le pantalon et tout, je vois pas trop en fait au niveau logistique comment ils vont faire. Qu'est-ce qui te rend fière de faire ce métier? La relation avec les patients. Vraiment pour le libéral, c'est le côté où on est Sophie quoi. Je suis Sophie, je suis pas. Si des fois je suis l'infirmière, mais je veux dire c'est Sophie qui arrive quoi. Je veux dire et tout autant qu'on est, on a vraiment cette relation avec les gens où on fait partie de leur vie, quoi, en fait. Donc, et après, en tant qu'infirmière azalée, c'est aussi la relation avec les patients parce que, comme on a plus de temps, les gens nous révèlent vraiment des choses de leur vie hyper intimes. Ouais, on se sent une place privilégiée quand même. Quel est le message que tu aimerais passer aujourd'hui? C'est un chouette métier, que c'est difficile, mais que voilà, moi je trouve que ça a quand même un côté épanouissant et où on est quand même fiers de ce qu'on fait. Et après, au niveau du gouvernement, c'est essayer de voir quelles solutions ils peuvent apporter pour les déserts médicaux, parce qu'ici on est très touché par le fait qu'il y a de moins en moins de médecins, et peu de médecins veulent s'installer en campagne, dans des endroits un peu isolés des villes. Et du coup, c'est problématique parce que pour prendre en charge les patients et puis pour l'avenir, on se demande comment ça va se passer. Justement, les médecins qui ne veulent pas s'installer, tu m'as expliqué que quand toi tu t'es installé ici, il y a quand même des aides au niveau des impôts, il y a des avantages. Il faut peut-être leur dire, dès qu'ils ne le savent pas. Oui, effectivement, fiscalement, on est en zone de revitalisation rurale, donc ZRR, et c'est un régime fiscal spécial où en fait on est exonéré d'impôts pendant 5 ans. Oui, parce que moi j'ai une amie qui est infirmière libérale, qui est sur Toulouse, et elle me disait, elle n'a pas d'enfant, et elle payait 6 000 € d'impôts. Donc par exemple, elle avait son revenu 6 000 € d'impôts, sur 5 ans ça fait quand même 30 000 €. Ouais, c'est ça. Ça peut te payer la voiture. C'est ça. Il y a des choses qui... Ouais. Donc c'est quand même intéressant.
Et après, dans les messages, pour Azalée, c'est vraiment voilà, qu'on espère que ça va se poursuivre, quoi, parce que c'est quand même... dans les prises en charge, voilà, on sait qu'il y a quand même du résultat, que les gens vont améliorer leur état de santé et voilà, que du coup c'est quand même le but, quoi, que même en étant malade, qu'ils arrivent à vivre avec et du mieux possible. Donc. Le reportage est terminé, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Pensez à liker, partager, vous abonner. Pour la vidéo, je remercie encore toutes les associées du cabinet, Valérie, Émilie, Sandrine, Laetitia, Marielle et Sophie. Bien entendu, je remercie également Janine et Hélène que j'embrasse. À bientôt pour une nouvelle vidéo.